Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe d'Etc. Au cœur du Festival du film international de La Rochelle. Je suis en présence de Lune. Bonjour à tous. De Titouan. Bonjour à tous. Et de Léna. Bonjour. Nous allons aujourd'hui avoir la chance d'interviewer des artistes d'exception. Nous allons accueillir Géraldine Lafont qui a joué dans Les Oiseaux d'Hitchcock, ainsi que les scénaristes et producteurs les frères Kouachen pour une interview exclusive. Alors Lune, je te laisse commencer le débat avec mademoiselle Géraldine Lafont. Tout d'abord, vous avez gagné les ailes d'or en 63 avec Les Oiseaux d'Hitchcock. On va vous présenter un peu. Vous êtes un peu le sex symbole des années 60. On a eu beaucoup de mal à avoir votre interview. On est assez honoré quand même pour une petite radio comme ça. Et donc vous présentez la restauration du film d'Hitchcock dimanche. Donc vous serez là pour nous montrer ça. Donc on va vous poser quelques questions. Tout d'abord, votre cousine Edith Piaf, vous a-t-elle aidé pour la BO des Oiseaux d'Hitchcock? Je pense qu'elle est un peu jet-laguée par rapport au fait qu'hier elle était à Londres pour présenter déjà son film. Et ce qu'elle essaye de vous dire, c'est que elle n'a pas vraiment été aidée, mais il y a eu une forte influence évidemment d'Edith Piaf par rapport à cette BO et c'est indubitable. Mais on le ressent de toute façon dans tout le film. Il y a la petite touche Piaf, on le ressent. Ensuite, vous avez votre cousin, donc Jean-Luc Lemoineau. Est-ce qu'il vous a aidé dans la com de la restauration du film? Parce que refaire un comeback comme ça 50 ans après, est-ce qu'il vous a un peu aidé sur ce point-là? Là, on touche une corde sensible. Ce qu'elle essaie d'exprimer, c'est que finalement, Jean-Luc Lemoineau, il a eu une influence également, mais elle veut pas tout remettre sur les épaules de Jean-Luc Lemoineau parce que, avant tout, c'est également son film, sa restauration, et elle tient à ce que ça reste un objet propre à elle-même, et surtout que toute la sensibilité et la profondeur du film soit pas complètement transposée dans autre chose par rapport à ses amis, etc. Elle aimerait bien qu'on parle plus d'elle, quoi. D'accord. Parce que sinon elle va partir, elle va quitter le plateau. Je la connais. Je poserai pas la question du fait que est-ce que c'est grâce à ses connaissances qu'elle est dans le métier. Non, je pense que c'est une mauvaise idée. Non, voilà. Je ne le dirai pas, mais bon, bref. On découvre dans le documentaire qu'elle a eu une période un peu troublée, un peu difficile. Il y a eu une tentative de suicide. Elle est tombée dans la drogue. Ouais. On a senti. À quoi est due cette période de faiblesse? Elle tient à dire que c'est pas un sujet qui est facile pour elle d'aborder, mais s'il faut en parler succinctement, elle dirait juste que la vie est une succession d'actes parfois très compliqués et troublants, et elle a su faire face, et elle veut pas retomber là-dedans parce que ça lui a fait du mal, et elle a perdu de vue ce qu'elle aimait le plus, le 7e art à cette époque, et ça a été très dur pour elle. Elle ne souhaite pas s'exprimer par rapport à ça, c'est assez complexe. D'accord. Et est-ce que, il y a un lien avec le fait qu'elle soit fait souffler, elle avait le rôle pour Vertigo de Madeleine, donc, et le fait qu'elle soit fait souffler le rôle par Kim Novak, est-ce que ça, il y a un lien avec cette descente aux enfers? Alors là, elle l'insulte, elle dit oiseau de malheur, abruti. Bref, des choses beaucoup plus violentes, mais je pense qu'à l'antenne ça ne passera pas, ça va pas être possible. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir. Elle quitte le plateau là, je crois. Merci quand même, Géraldine. Désolée de vous avoir blessée. Nous avons aussi en notre présence les réalisateurs et scénaristes du court-métrage, même du long-métrage, je crois, sur un documentaire exclusivement sur la vie de Géraldine Lafont. N'hésitez pas à vous présenter, allez-y, je vous laisse la parole. Bonjour. Vous êtes les frères Kouachen. Oui, je suis Jean-Marc Kouachen. Et moi je suis Igor Kouachen. Je suis le scénariste et mon frère jumeau ici présent. Faux jumeau, bien sûr. Certes. Et le réalisateur du film. Voilà. Donc, et du coup,
est-ce que vous avez des témoignages pour le documentaire ou est-ce que c'est exclusivement des images d'archives par exemple? On a beaucoup de témoignages, même de stars hollywoodiennes, parce que à première vue, on se dit bon, c'est un sex symbole, mais c'est un sex symbole français. Le cinéma français a beaucoup de mal à s'exporter aux States, comme on dit. Mais c'est pas le cas de Géraldine. Hein. Non. On a eu des interviews. Qu'est-ce qui a favorisé sa percée dans le milieu, vous pensez? Bah déjà, c'est une mouette, donc ça impose. Ok. Et puis en plus, peut elle voler. a un sex appeal absolument fulgurant, donc. Ouais. C'est. On a vu son duo avec le frère de Frank Sinatra, Jean-Luc Pichon. Son duo avec Jean-Luc Pichon, Oui. exceptionnel. Bouleversant. C'est Ce moment où il lui dit je t'aime, mais je te quitte, car tu n'es qu'une mouette. Et là, il y a Jacques Brel qui arrive et qui fait ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, ça m'a vraiment marqué. Et moi, j'aimerais savoir surtout comment ça s'est passé, son implantation, même si on sait maintenant avec le recul que ça a été quelque chose de favorable pour elle. Est-ce que vous pensez que après sa descente dans la drogue qu'on a évoqué tout à l'heure a pu être quelque chose de rébarbatif par rapport à cette arrivée aux États-Unis? C'était quelque chose c'est quelque chose de très négatif, mais qui a beaucoup influencé sa personnalité, dans le sens où, comme on le sait tous, elle était pressentie pour remplacer Kurt Cobain dans Nirvana. Ouais. Donc elle s'est dit, je vais m'adapter au personnage. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. Elle a eu des problèmes de cordes vocales assez problématiques. Ouais. Mais à la base, c'est une chanteuse. Elle s'est redirigée vers le cinéma par hasard, en fait. C'est des rencontres. Bah, racontez-nous. Je connais pas cette anecdote. Elle était dans un cabaret qu'on appelle la Mouette Velute. La Mouette Velute. Ouais. Rapport au jeu de Kaamelott. Oui, c'est à Rouen, je crois. La Chouette Velute, qui a un jeu dé absolument fantastique. J'engage tout le monde à y jouer. Et on était venus au début. On prenait un smoothie alcoolisé tranquillement avec mon faux jumeau. Au KLM. La banane. Et là, il y a. Je sais, c'est troublant, mais c'est une histoire. On pourrait faire un scénario dessus. Et là, on l'a vu chanter. Elle est arrivée sur scène comme ça, tellement en robe rouge, de puissance dans la voix, puis quand on a d'érotisme même, je pense qu'on peut le dire. D'érotisme, c'était comme un pan, mais en mieux. Et comment elle était habillée? Racontez-nous là, j'ai envie d'être transporté parce que en robe rouge à paillettes. Barésie. Barésie. On peut dire. Et ensuite, au fur et à mesure du show, elle a commencé à aller dans le public, et c'est là qu'on a vu que c'était lumineux. Ouais. Elle était dans son élément, quoi. Non, elle battait des ailes, figurées, sens propre, figurées, tout. Et c'est quelque chose. À partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était vraiment que ça allait devenir une influence majeure du cinéma français, cinéma hollywoodien, cinéma chinois, cinéma péruvien, du Kazakhstan, surtout le cinéma péruvien. Le Kazakhstan. Ouais, le film qu'elle a fait au Kazakhstan. Non, mais là, les gars, ça va plus du tout là. L'émission, on parle du Festival international du film de La Rochelle, hein. Enfin, quand même, la mouette. Oui, non, mais là, les gars, je vous arrête tout de suite. C'est important. C'est depuis le début de l'émission, on comprend rien, hein. Mais non, donc là, les gars, faut mouette, se réveiller là. On sent que vous êtes fatigués depuis presque une semaine. Mais attendez, il y a l'année Jeanne Carpenter et encore Carlos 5 heures. Bon, là, on se reprend, etc. Allez, on se reprend. Et c'est avec cette jolie interprétation de notre équipe au cœur du festival sur le faux reportage de Géraldine Lamouette. Le reportage dans le reportage d'Inception. Voilà, exactement. La mise en habit. Et du coup, maintenant, pour nous excuser, je vous invite à écouter une petite musique, une petite pause musicale. Strasbourg-Saint-Denis des Art Pimpers. Yeah. Oui, bon, d'accord. C'est ton mot ?
my heart low like you, low like you. We can do it like a brother, do it like a Jew. Get my hand, get my heart low like you, do it like a brother, like a Jew. Et avec cet air endiablé, c'était les Art Pimpers. N'hésitez pas à aller les voir au Marcy Rock le 4 juillet, voilà. Voilà, partout dans le monde, une tournée internationale est prévue. Donc pour continuer un peu plus dans le sérieux, je vous propose quelques petites chroniques sur les films qu'on a vus récemment. Par exemple, toi, Titouan, je crois que tu as vu le film Le Président du père Mac Malbaf. Oui. Ouais. Pardon. Oui donc. Donc en gros, hier soir, à une heure assez tardive, du genre 21h45, je suis allé à l'Olympia pour la première fois d'ailleurs, parce que il y a quand même beaucoup de films qui se concentrent. Tes impressions sur l'Olympia ? Bah c'est une très belle salle, c'est une salle de théâtre à la base, mais pas de souci. Enfin, c'est une salle aussi bien que les autres. Et donc j'ai été assez intrigué par ce film The President, parce que j'ai vu déjà plusieurs films de Mossem et Mac Malbaf, et puis quelques-uns de ses enfants. Et ça se caractérise par des films extrêmement forts qui se tiennent un peu par la force interne de leur style, des dialogues, et puis de l'histoire quand même qui est assez bouleversante. Et là, on commence déjà avec un film qui a des moyens. Et déjà, ça m'a un petit peu déconcerté parce que j'étais pas habitué à ça. Et finalement, le film s'est avéré être de qualité, hein, comme tous les autres films qu'il a fait. Mais au niveau de la première partie du film, on est quand même loin, je trouve, du trouble dans lequel nous plonge ce réalisateur dans d'autres films comme Le Cycliste ou comme Kandahar. Il y a quand même du coup forcément avec ces moyens-là des avantages positifs. Par exemple, le fait qu'il y ait des très très belles images. On a un directeur de la photographie qui nous propose des points de vue. On est dans un pays de l'Est. Alors c'est une coproduction avec des producteurs géorgiens, donc je pense que ça se passe autour de la Géorgie. Mais l'idée de base et de ne pas dire où ça se passe, parce que le début c'est ça se passe dans un pays inconnu, il y a un petit fil narratif. Donc voilà, on va suivre finalement un président, un dictateur, disons-le clairement, qui va assister d'une manière rocambolesque à la chute de sa dictature et qui va devoir fuir le pays avec son petit-fils. Et en fait, c'est toute une espèce de réflexion sur le pouvoir et puis aussi, je pense qu'il a sans doute été influencé par les printemps arabes, parce qu'on sent bien il y a toutes les scènes des horreurs, donc de la révolution, de la chute du régime. Alors, il a été assez décrié par la critique lorsqu'il est sorti, notamment Le Masque et la Plume l'avait un peu assassiné parce qu'ils avaient trouvé que c'était très manichéen, etc. Moi, je pense que c'est un film qu'il faut regarder avec humour, comme tous les films de la famille Mac Malbaf, et c'est un film à aller voir, mais qui est complètement différent des autres films qu'ils ont fait. Donc voilà, il y a aussi toute une poésie qui s'installe progressivement dans le film. Et je pense que si vous voulez aller voir un film vraiment différent de Mossem Mac Malbaf, c'est l'occasion de se plonger vers ce que peut faire un cinéaste avec des moyens. Alors, on est souvent déçus parce que on a l'habitude finalement de ce charme un peu du film à 3 francs 6 sous avec par exemple Le Cycliste, bon, où quand même l'essentiel de l'intrigue se déroule sur une place où un homme tourne rond en vélo. Effectivement, là après, lorsqu'on traverse tout un pays avec toute une équipe, etc., et qu'on sent qu'il y a du budget, ça trouble un peu. Mais c'est un film quand même qui a une réussite. Donc voilà, je vous engage à aller le voir si vous avez envie, et c'est, je crois, un des derniers films de Mossem.
Merci beaucoup Titouan pour cette magnifique chronique. Magnifique la table. Je vais laisser maintenant la parole à Lune qui va nous parler d'un d'un documentaire que nous avons vu sur le Cambodge. Absolument, donc on est allé voir, je pense que c'était jeudi, donc Think I've Forgotten Cambodia's Lost Rock'n'Roll. Donc vous pouvez admirer mon merveilleux accent anglais. Donc ça date de 2014, c'est de John Pirosi. Donc c'est un docu sur le rock c'était dit que c'était sur le rock, mais après il m'a semblé que c'était plus sur la musique d'après guerre mondiale au Cambodge. Donc on va suivre un peu l'évolution de cette musique là. On voit qu'il y a, c'est vraiment un style unique parce qu'on a vraiment le côté vachement traditionnel du Cambodge avec ça fait un peu des chants comme ça. Et vu que c'était une colonie française avant, on a quelques importations de disques français, donc forcément on a cette culture un peu plus occidentale. On a des importations de disques brésiliens, d'Amérique latine, donc ça fait vraiment un genre vraiment unique. On a du cha-cha-cha, on a du rock, on a quelque chose de plus variété. Donc c'est une musique que j'ai beaucoup aimée en tout cas. Donc on va vraiment remarquer dans le film que, parce que c'est vu que c'était le Cambodge est vraiment situé à côté du Vietnam. On va suivre un peu la corrélation entre la société et son équilibre politique et la musique. Par exemple, quand il n'y a pas de guerre, c'est quelque chose d'assez naïf, c'est genre je t'aime, tu me manques, des choses comme ça. Tandis que c'est parce qu'après le Cambodge a été envahi par les Khmers, etc. C'est un peu plus fort, c'est un peu plus contestataire. C'est pour un peu oublier la terreur de la vie actuelle, de leur vie quotidienne, pardon. Excuse-moi, moi j'ai quelqu'un qui allait le voir et qui m'a parlé donc des Khmers rouges. Et c'est quoi donc le rapport entre les Khmers rouges et cette musique? Je sais pas, j'ai pas vu le film donc. Les Khmers, c'est les communistes qui ont imposé un régime totalitaire, donc ça a fait que les Khmers, c'est ceux qui ont imposé si j'ai bien compris, un régime totalitaire, et donc il s'est passé que en fait ils ont voulu instaurer qu'il y ait uniquement des agriculteurs. Et par conséquent, le prolétariat. Ah oui, c'est vraiment c'est la du communisme pur. C'est l'envahissement de l'URSS. Et les musiques a été interdit. Donc et puis on suit. Il y a beaucoup de témoignages. Et donc ça donne une valeur un peu concrète et un peu forte au documentaire. Et donc on les voit, ceux qui étaient genre les idoles de l'époque. On a d'ailleurs dans l'image de présentation, on a vraiment l'impression, si on regarde rapidement, on a vraiment l'impression que c'est les Beatles. Donc on voit vraiment c'est genre des. Musicalement, c'était bon, ouais. C'était vraiment super. Moi, j'ai adoré en tout cas. Du coup, sur un film Moi aussi, je suis allée le voir et j'ai vraiment aimé. Surtout qu'il y a une belle progression dans le film. Le départ, le début du documentaire qui est coloré, où il n'y a pas encore la guerre, et après le déclin de la musique, des émotions qui sont transmises. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon documentaire et que le Cambodge n'est pas souvent mentionné dans la guerre du Vietnam, mais je trouve que ça a été très intéressant. Ouais, et puis je pense que c'était important aussi. Après, peut-être pour certains, ça peut déranger. Il y a vraiment un aspect vraiment histo. On suit vraiment la guerre du Vietnam, la guerre, etc. Mais c'est quand même vachement intéressant parce qu'on a quand même pas mal de musique et il y a vraiment cette corrélation. Et tu vois que, d'ailleurs, il y a une citation et une maxime cambodgienne qui dit que la musique c'est l'âme de la nation, et on le voit vraiment durant ce truc, ce documentaire. On voit vraiment que l'âme de tout ce pays c'est concentré dans cette musique. Et après, ce que j'ai aimé dans ce documentaire, c'était pas prise de tête, c'était assez simple. D'ailleurs, on a beaucoup rigolé. Après, il y avait peut-être un conflit de génération parce que, en fait, c'était très très kitsch. On les voyait, habillés en disco. C'était super drôle sur ce point-là. La situation était drôle. Après, ça a pas fait beaucoup rire les personnes. Le public est un peu plus âgé. Pour eux, c'était peut-être leur époque, donc forcément, ils voyaient peut-être pas le côté kitsch. Donc, nous, on a beaucoup ri. Le dernier jeunes. Voilà, mais après c'était vraiment mon coup de cœur pour l'instant du festival, et ça fait on découvre cette musique là qui est pas du tout connue et qui est vraiment géniale. Vas-y, excuse-moi. Voilà, du coup on va pas vous présenter une musique cambodgienne, on vous engage à aller voir le film. En revanche, il repasse le dimanche à 14h. Voilà, dimanche prochain. N'hésitez pas à aller le voir. C'est un bon conseil, un bon documentaire. Maintenant, je vous propose d'écouter Right Actions des Franz Ferdinand. Et voilà, à tout de suite.
Et c'était Right Actions des Franz Ferdinand. Maintenant, nous allons écouter Léna qui est allée à la rencontre de personnes sortant d'une séance de cinéma spéciale enfant, si on veut. C'était sur les films d'animation chinois, je crois. Pour les grands enfants. Oui, oui, c'est ça. C'était autour du thème Malin comme un singe et c'était 3 courts-métrages d'animation chinois. Des petits ? Oui. Ouais, c'est magnifique. Ah d'accord. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah oui, j'ai trouvé le graphisme, les couleurs merveilleux. Très original. Et la musique est superbe. Mon petit-fils a chanté, marché à fond sur les airs qui accompagnent. Mais j'ai trouvé ça très très beau et très, très original. Je ne connaissais pas. Merci. Voilà. Je peux interroger. Alors, Ali, tu veux dire comment tu as trouvé les films ? Est-ce que ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. C'est tout ce que tu peux dire ? T'as bien aimé laquelle histoire tu as préférée ? J'ai préféré celle du singe parce que... Il y avait des singes partout, mais laquelle ? La première, la deuxième, la troisième ? Première. La première. C'est celle qui parlait de la maison du singe ? Oui. Celle-là. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez un peu de temps pour répondre à des questions Je travaille pour l'émission de radio, etc. C'est-à-dire qu'on est avec l'école là, donc je sais pas si D'accord. Ça dure combien de temps Comme vous voulez, c'était juste pour savoir ce que vous avez pensé du cinéma d'animation chinois. C'était sympa. Après, c'était des courts-métrages, donc ça allait pour les enfants. Après, le premier était un peu mou. Et puis les 2 autres, c'était sympa, voilà. Et c'était le micro-trottoir de Léna. Moi, j'ai bien aimé, c'était intéressant. Maintenant, on va écouter 2 témoignages sur les films préférés des festivaliers et comment ça se passe pour les personnes du staff de l'équipe du Festival international du film pour qu'ils aillent voir des films ou des trucs comme ça. Parce que c'est vrai qu'ils ont une accréditation, mais ils bossent aussi beaucoup, donc voilà, c'est à savoir. J'ai eu des coups de cœur, là. J'ai vu un film, absolument génial, un film géorgien, je découvre le cinéma géorgien, qui s'appelle La Terre éphémère, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, moi je vous le recommande, je crois qu'il passe encore, mais malheureusement, alors je suis méritant, je trouve, enfin je dis sur de directrice, enfin, avec humour, je l'ai vu dans les plus mauvaises conditions que je puisse imaginer, j'étais au premier rang du Dragon 6, j'ai passé et malgré ça, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, franchement. Le film les cinémas géorgiens, c'est vraiment une belle découverte pour nous aussi, parce qu'on a vu Street Date. Ah oui, je ne l'ai pas vu malheureusement celui-là. On vous le conseille fortement aussi, un peu plus dur de Je note. Et il a fait aussi un film un peu Est-ce que vous avez vu pareil, très très bien aussi, que j'ai vu après-midi, Mon enfance ou ma jeunesse à Tbilissi. C'est vraiment remarquable aussi ça, avec un jeune. J'aime pas beaucoup les enfants au cinéma, en général, je trouve qu'ils manquent de naturel et de. Ça, alors que là, je sais pas où ils l'ont trouvé, celui-là, un jeune garçon qui est en même temps pianiste, qui a peut-être, je sais pas, 11 ans, 12 ans, et qui a une présence. Ça se passe au moment de l'indépendance. Alors il y a d'un côté les événements politiques et de l'autre côté la vie de ce petit garçon qui se trouve au cœur de tout ça, quoi, dans son quartier, avec des gens arrêtés, des gens tués. Enfin, c'est vraiment bien. Je crois qu'il passe encore. Je crois que c'est Mon enfance à Tbilissi, par une femme qui est moitié géorgienne, moitié française, j'ai bien compris, qui a vécu là-bas longtemps et qui vit maintenant en France. Donc tout ce qu'elle raconte, c'est sa vie, quoi. C'est pas roman, c'est à peine transformé, quoi. Ça vraiment, c'est bien aussi, oui. Et vous, comment vous choisissez sur la programmation les films que vous allez voir ? Eh ben, comme ça fait à peu près 20 ans que je viens, au début, j'organisais tout ça très bien, et puis je m'étais rendu compte que bon, il faut pas. On apprend des choses quand même à force de venir. Je fais pas de choses trop serrées. Je me réserve des surprises de dernière. Par exemple, le film de géorgien que j'ai vu dans de mauvaises conditions, je l'ai vu, mais vraiment, je pensais pas que je pourrais rentrer dans ça. Donc, je m'étais dit, bon, tant pis, si je le vois pas, tant pis. Et en fait, c'est l'un des meilleurs que j'ai vu, quoi, la terre éphémère. Donc, je pense qu'il faut pas faire de plans trop. C'est ce que je dis aux gens qui commencent à venir. Faut s'organiser un minimum, bien sûr. Mais moi, ce week-end, j'ai préparé un peu le lundi, le mardi, puis en fait, je me suis rendu compte que le mardi, j'ai fait complètement. Enfin, relativement autre chose, parce qu'il y avait soit parce qu'il n'y avait pas de place, parce qu'il y avait. Puis quand on connaît les salles, bon, ou le Dragon aussi, je sais plus laquelle, la 5, je crois, qui est une grande salle, mais sinon, l'Olympia aussi, mais les petits dragons, par exemple, ou la salle bleue, des fois, on est obligé de changer de. Donc je me dis, c'est pas grave. Et puis si je veux pas un film en passage unique, j'en ai pas vu tellement cette année, je me dis, c'est pas grave, parce qu'ils vont sortir à l'automne, oui. Voilà, donc c'est pas un problème. Les premières années, j'étais, je suis déçu, etc. Puis maintenant, finalement, oui, voilà. Faut faire au feeling. Voilà, au feeling, je trouve que c'est important, oui, c'est important.
Si vous avez la possibilité aussi d'aller voir des films où ça vous prend trop de temps ou pas? J'en ai vu quelques-uns, oui. D'accord. Et dans ce cas-là, comment vous faites pour choisir quel film vous irez Ben, comme je suis ici, je reste sur place, donc je sélectionne entre la salle bleue et celle-ci. D'accord, oui. Et je demande à mes collègues si je peux entrer ou pas, puisque voilà, on est normalement 2 dehors. D'accord. Et après, sinon le soir, comme on est 4, on rentre à 2. D'accord. Donc chacun choisit s'il veut rentrer ou pas. Question pratique, quoi. Voilà, exactement. Et puis voilà. Ok. Et vous avez eu des déceptions, des films qui vous ont... Non, j'ai vu jusqu'ici, j'ai vu un film iranien qui m'a vraiment marqué, parce que c'était vraiment un film dur, avec 2 petits enfants, c'était Les Chiens Égarés. Ah oui, d'accord. 2 enfants, là, c'était vraiment très très dur. Donc en même temps, un bon film, des bons acteurs qui font plein d'émissions. Oui, moi j'ai trouvé plein d'émotions, justement, vraiment le... Là, dans chaque film, ça se retrouve. Voilà, oui, c'est d'après ce que j'ai compris, ouais. Ouais. Donc j'ai vu celui-ci, j'ai vu hier, c'était Les Damnés, donc de Visconti, c'est ça, oui. Et j'ai forcément aimé, c'était un cinéma un peu particulier, rien que la couleur, tout ça, c'était un peu space, quoi. Et puis assez lent, malgré tout. Donc oui, j'ai bien aimé aussi. Et hier soir, j'ai vu un film géorgien, voilà. C'était Blind Date, voilà. Où l'histoire du mariage, c'est pas les parents qui sont affolés parce que leur fils n'est pas marié à 40 ans. Et donc c'était vraiment drôle. C'était une autre façon de présenter les choses, mais c'est vraiment drôle. Et voilà, des petits micro-trottoirs pour vous donner une impression de l'ambiance sur le festival. Je vous dis au revoir maintenant, pas d'émission ce week-end et on se retrouve lundi pour à midi comme toujours. Pour l'émission pleine au de taquet. punch. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, à lundi. Smiled so I got up and asked for his name.